Alors, la dépression, c'est un mot qu'on entend partout, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça signifie? On a tous tendance à penser que c'est juste un gros coup de blues, mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. C'est une vraie maladie. Allez, aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce mot. Pour vraiment comprendre, le mieux c'est encore d'écouter. D'écouter les mots de celles et ceux qui vivent avec. Et souvent, ce ne sont pas des descriptions cliniques, non. Ce sont des images, des métaphores très fortes, comme celle d'être enveloppé dans du coton, complètement coupé du monde, ou de tout voir à travers un brouillard gris, où plus rien n'a de couleur, plus rien n'a de saveur. Ce ne sont pas que des mots, ça décrit une réalité intérieure profonde et terriblement solitaire. Et attention, on ne parle pas d'une expérience rare, loin, très loin de là. Les statistiques sont assez claires. Une personne sur 5 au cours de sa vie traversera un épisode dépressif. 1 sur 5. Ça veut dire que ce soit un proche, un collègue ou soi-même, tout le monde est concerné de près ou de loin. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de faire la différence. On confond souvent déprime et dépression. Avoir un coup de déprime, ça nous arrive à tous. C'est une baisse de morale, c'est passager, ça fait partie de la vie. Mais la dépression, non. La dépression, c'est une maladie. C'est quand cette tristesse, ce manque d'envie s'installe, persiste et devient un vrai handicap au quotidien. Et voilà le premier grand malentendu qu'on doit balayer, réduire la dépression à de la simple tristesse. En réalité, c'est une maladie aux 1000 visages qui touche autant le corps que l'esprit, de manière parfois totalement inattendue et même contradictoire. En fait, c'est ça qui est si déroutant. Il n'y a pas une dépression, mais des dépressions. Pour une personne, ça va être un besoin de dormir constant, une hypersomnie. Pour une autre, ce sera des nuits blanches à répétition. L'appétit, il peut soit disparaître complètement, soit au contraire exploser. Et parfois, la tristesse est tellement enfouie qu'elle se manifeste par une irritabilité constante. Le seul point commun, c'est ce sentiment profond que l'élan vital a disparu. D'accord, mais alors, d'où ça vient? Pourquoi? C'est la grande question. Pendant très longtemps, on a cherché une cause unique, une explication simple et nette. Mais la recherche nous montre aujourd'hui que c'est beaucoup plus subtil. C'est comme essayer de démêler un immense écheveau de fils. L'idée la plus populaire, celle qu'on a tous entendue, c'est la théorie du déséquilibre chimique. Le fameux manque de sérotonine. C'est une hypothèse qui a émergé avec les premiers antidépresseurs. Mais, même si ces médicaments peuvent aider, la science nous dit aujourd'hui que c'est une vision beaucoup trop simpliste. Non, en réalité, il faut imaginer la dépression comme le point de rencontre de plein de facteurs différents. C'est une toile complexe. Il peut y avoir une part de génétique, bien sûr, une prédisposition. Il y a souvent des événements de vie difficiles, comme un deuil, une rupture, un stress professionnel intense. Mais on découvre aussi des liens avec des facteurs plus physiologiques, comme l'inflammation chronique dans le corps, ou même l'état de notre microbiote intestinal. Tout est interconnecté. Mais attention, si la biologie joue un rôle, ça ne veut pas dire que tout est joué d'avance. Loin de là. Et c'est ici qu'intervient un concept absolument fascinant et surtout porteur d'un immense espoir, la plasticité de notre cerveau. La neuroplasticité. Qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? Eh bien, l'idée est assez simple en fait. Notre cerveau n'est pas un bloc de ciment figé une fois pour toutes. Il est malléable, il se reconfigure en permanence. Il crée et défait des connexions entre les neurones en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, et ça à n'importe quel âge. Le problème avec la dépression, c'est que cette formidable capacité peut se retourner contre nous. À force de ruminer les mêmes pensées sombres encore et encore, du genre « je suis nul, ça ne changera jamais », le cerveau finit par créer de véritables autoroutes de pensées négatives. Ces chemins neuronaux deviennent si rapides, si automatiques, qu'on a l'impression de ne plus pouvoir penser autrement. Et c'est là, précisément là, que se trouve la clé de tout. C'est la grande nouvelle. Si le cerveau est capable de construire ces autoroutes de la souffrance, ça veut aussi dire qu'il a la capacité d'en construire d'autres. Des nouveaux chemins, plus lumineux, plus constructifs. Autrement dit, si le cerveau peut apprendre la dépression, il peut aussi la désapprendre. Alors, comment on s'y prend pour tracer ces nouvelles routes? Une première piste est étonnamment ancienne. Elle nous vient de la philosophie et plus particulièrement des stoïciens. L'idée, changer notre regard sur les choses. Il y a près de 2000 ans, l'empereur romain Marc Aurèle écrivait ça. En gros, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous font souffrir, mais le jugement qu'on porte sur eux, la façon dont on se les raconte. Apprendre à observer ces interprétations automatiques et peut-être à les remettre en question, c'est une compétence incroyablement puissante pour reprendre un peu la main. Changer ses pensées, c'est une première étape cruciale. Mais parfois, ça ne suffit pas, surtout quand on n'a plus d'énergie. Il y a une deuxième voie, tout aussi puissante, qui passe non pas par la tête, mais par le corps, l'action. Ça porte un nom en thérapie, l'activation comportementale.
L'idée est d'une simplicité désarmante. La dépression nous pousse au repli, à l'inactivité, et moins on en fait, moins on a envie d'en faire. C'est un cercle vicieux. Eh bien, cette approche vise simplement à briser ce cycle en réengageant la personne, tout doucement, dans des activités qui comptent pour elle. Concrètement, comment ça se passe? D'abord, on joue un peu les détectives de sa propre vie. On note ce qu'on fait dans la journée et comment on se sent. Ensuite, on se pose la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Quelles sont mes valeurs? Et à partir de là, on planifie, petit pas par petit pas, de réintroduire des activités, même toutes petites, qui sont en lien avec ces valeurs. Le but est de recréer des expériences positives. Et le plus incroyable, c'est que ça marche. Des études très sérieuses ont montré que, pour des dépressions sévères, l'activation comportementale est aussi efficace que les antidépresseurs, avec 2 avantages de taille, pas d'effets secondaires et surtout, on apprend des compétences pour la vie, on devient son propre thérapeute. Le message clé à retenir de tout ça, c'est que le rétablissement n'est pas un truc passif. On n'attend pas que la vague passe. C'est une pratique, un processus actif. C'est la somme de tous les petits pas qu'on fait, jour après jour, pour construire de nouvelles habitudes de pensée et d'action. Pour finir, j'aimerais partager cette pensée de l'acteur Jim Carrey, qui a lui-même connu la dépression. Il propose une relecture assez belle du mot anglais « depressed », qu'il interprète comme « deep rest », un repos profond. Et si la dépression était aussi un signal ? Le signe que notre corps et notre esprit n'en peuvent plus de jouer un rôle, un personnage, et qu'ils réclament un repos authentique. Une invitation peut-être à se retrouver. La dépression peut donner la terrible impression d'être dans une impasse, un tunnel sans fin. Mais comme on vient de le voir, grâce à la plasticité du cerveau, de nouveaux chemins sont toujours possibles à construire. La question n'est donc plus de savoir si une sortie existe, mais plutôt de choisir quel sera le tout premier pas, la toute première pierre, pour commencer à bâtir ce nouveau chemin.